Bonsoir à toutes et à tous. Vous nous rejoignez pour votre journal de 22 heures. Dont tels sont les titres. Le chef de l'État, son Excellence Mme Marguerite, a présidé les travaux de la 20e séance du Conseil des ministres. Également à la une de ce journal, Mohamed Saleh sauve l'Égypte face à l'équipe de Zimbabwe. Bonsoir donc et bienvenue. Le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mardi 23 décembre 2025 sous la présidence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Plusieurs projets de loi ont été et décrets budgets prévisionnels ont été examinés et approuvés. Écoutons le porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef des gouvernements, a eu lieu ce mardi 23 décembre 2025 la 20e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question, ministère de l'Intérieur. Projet de loi organique portant modification de la loi organique numéro 13 AN 10 6e législature du 3-02-2011, modifiant la loi organique numéro 1 AN 92 relative aux élections. Le présent projet de loi organique a pour objet d'assurer la conformité de la législation électorale avec la loi constitutionnelle numéro 192 AN 25 9e législature du 6 novembre 2025 portant révision de la Constitution. Le projet de loi organique propose en conséquence l'harmonisation des dispositions afin de se conformer à la Constitution, l'introduction de nouvelles règles découlant de la récente révision constitutionnelle. Cette réforme législative vise ainsi à garantir la cohérence et la conformité du cadre électoral avec les principes et normes établis par la Constitution révisée tout en assurant la sécurité juridique du processus électoral. Deuxième question, projet de décret fixant la date des élections présidentielles et portant convocation du collège électoral. Le projet de décret a pour objet la convocation du collège électoral en vue de l'élection présidentielle de 2026, conformément aux listes électorales telles qu'arrêtées au 30 septembre 2025 par le préfet de la ville de Djibouti et par les préfets de région et fixe à ce titre le premier tour du scrutin présidentiel qui est arrêté au vendredi 10 avril 2026. Le projet de décret précise la durée du scrutin qui sera ouvert de 6h00 à 18h00 sur l'ensemble du territoire national et stipule également la date du second tour de l'élection présidentielle qui se tiendra, le cas échéant, le vendredi 24 avril 2026. Troisième question, ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne des routes, ADR, pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'ADR au titre de l'exercice 2024 ont été arrêtés en produit à 1 319 127 963 francs et en charge à 1 354 03 367 francs Djibouti. Quatrième question, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2026 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. Le budget prévisionnel du LCBE pour l'exercice 2026 est présenté en produit à 378 millions, en charge à 375 536 250 francs avec un résultat prévisionnel bénéficiaire de 2 463 750 francs Djibouti. Cinquième question, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2026 de l'aéroport international de Djibouti. Le budget prévisionnel de l'AID pour l'exercice 2026 est arrêté en produit à 3 981 56 086 francs Djibouti et en charge à 3 647 630 330 francs Djibouti avec un résultat net prévisionnel de 333 425 756 francs Djibouti. Sixième question, ministère de la Jeunesse et de la Culture.
Projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs de l'Agence nationale pour la promotion de la culture pour les exercices 2023 et 2024. Les comptes financiers de l'exercice 2023 de l'ANPC sont arrêtés en produit à 349 716 517 francs Djibouti et en charge à 297 233 091 francs avec un résultat excédentaire de 52 483 426 francs Djibouti. Pour 2024, les comptes financiers de l'ANPC sont arrêtés en produit à 318 845 015 francs et en charge à 327 730 017 francs Djibouti. Septième question, Présidence de la République. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Agence nationale des personnes handicapées et du Fonds de soutien pour les handicapés pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel 2026 de l'ANPH est présenté en équilibre en produit et en charge à 297 457 406 francs Djibouti. Le budget provisionnel 2026 du Fonds de soutien du handicap est présenté en équilibre en produit et en charge à 208 365 000 francs Djibouti. Huitième question. Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel du Fonds de garantie de Djibouti pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel du FOGAD pour l'exercice 2026 est présenté en produit à 81 295 276 francs Djibouti et en charge à 81 895 276 francs Djibouti. Neuvième question, toujours ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'INSTAD pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel de l'INSTAD pour l'exercice 2026 est présenté en équilibre en produit et en charge à la somme de 485 686 344 francs Djibouti. Dixième question, ministère de la Défense. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2026 de la Caisse militaire des retraites. Le budget prévisionnel 2026 de la CMR est arrêté en équilibre entre les recettes et les dépenses pour un montant total de 3 238 306 935 francs Djibouti. Sans transition, réécoutons le porte-parole du gouvernement pour son compte-rendu sur les organisations des élections présidentielles 2026 et approbation de nombreux budgets sectoriels. On le réécoute. 11e question, ministère de la Santé. Projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire les budgets prévisionnels 2026 de la Centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels, CAM. Le budget prévisionnel 2026 de la CAM est présenté en produit à 1 436 627 802 francs Djibouti et en charge à 1 430 177 802 francs avec un résultat excédentaire de 6 450 000 francs Djibouti. 12e question. Projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'hôpital régional d'Ali Sabié pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel 2026 de l'hôpital régional d'Ali Sabié est présenté en équilibre entre les recettes et les dépenses pour un montant total de 233 812 500 francs Djibouti. 13e question. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Centre de recherche d'information et de production de l'Éducation nationale CRIPEN pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel 2026 du CRIPEN est présenté en équilibre entre les charges et les produits pour un montant total de 480 928 272 francs Djibouti. 14e question, ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Projet d'arrêté portant et approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2026 de l'Institut supérieur des sciences et de la santé. Le budget prévisoire 2026 de l'ISSS
est arrêté en équilibre entre les produits et les charges pour un montant total de 358 528 866 francs Djibouti. 15e question. Ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2026 de l'Office national de l'eau, de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD. Le budget prévisionnel 2026 de l'ONEAD est présenté en produit à 12 milliards 40 372 000 francs Djibouti et en charge à 12 milliards 5 168 000 francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 35 204 000 francs Djibouti. 16e question. Ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2026 de la ROLOS. Le budget prévisionnel 2026 de la ROLOS est présenté en produit à 3 milliards 691 156 767 francs Djibouti et en charge de fonctionnement à 1 milliard 66 463 153 francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 77 495 520 francs Djibouti. 17e question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2026 de la Société immobilière et d'aménagement foncier SIAF. Le budget prévisionnel 2026 de la société SIAF est arrêté en produit à 2 milliards 946 998 682 francs Djibouti et en charge à 2 milliards 282 430 055 francs Djibouti avec un résultat prévisionnel de 31 68 627 francs Djibouti. Ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie. 18e question. Projet d'arrêté portant approbation du budget provisionnel du Fonds de développement économique de Djibouti, FEDED, pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel 2026 du FEDED est présenté en produit à 377 261 283 francs Djibouti et en charge à 316 585 292 francs Djibouti avec un résultat prévisionnel bénéficiaire de 56 675 991 francs Djibouti. Enfin, les communications. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a fait un compte-rendu de sa participation aux réunions de reconstitution du 17e Fonds africain de développement tenu à Londres du 14 au 16 décembre 2026. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a fait un rapport de mission relative au renforcement de la coopération scientifique avec l'Université Clermont-Auvergne du 15 au 18 décembre 2025 à Clermont-Ferrand. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a fait un compte-rendu de sa participation à la 35e réunion ordinaire des organes politiques de la Force en attente de l'Afrique de l'Est, ISF, du 17 au 18 décembre 2025 à Mogadiscio, en Somalie. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat a fait un compte-rendu de sa participation à la 42e session du Conseil des ministres arabes de l'Habitat ainsi qu'au 6e Forum ministériel arabe sur l'habitat et le développement urbain tenu à Doha du 14 au 16 décembre 2025. Enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un rapport relatif à l'inscription du Ibn Horobi sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO lors de la session tenue à New Delhi le 9 décembre 2025. Merci. Direction l'Assemblée nationale, cette fois-ci la présidente de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires, Madame Ismahan Mahmoud Ibrahim, a remis en ce jour au président de l'Assemblée nationale, Délété Mohamed Déléta, le rapport public annuel de l'institution qu'elle dirige. Cette audience a permis de rappeler le rôle essentiel de la Cour dans le contrôle de l'action gouvernementale et la promotion de la bonne gouvernance. Madame Ismahan Mahmoud Ibrahim a souligné que la mission de la Cour des comptes couvre l'ensemble des secteurs publics et vise à garantir le respect des droits ainsi qu'une gestion transparente. La présidente de la Cour des comptes était accompagnée par plusieurs de ses collaborateurs, notamment la procureure générale, Madame Madiba
Ismaël Aoulad, ainsi que le secrétaire général, Omar Aden Faden, la présidente de la Chambre de discipline budgétaire, Mme Ilhan Hussein Wabri, ainsi que la présidente de la Chambre des finances de l'État. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a salué le professionnalisme et la rigueur de la présidente de la Cour des comptes, mettant en dynamique la position donc impulsée au sein de l'institution. Il a réaffirmé la volonté de l'Assemblée nationale à renforcer la collaboration avec la Cour des comptes et les disciplines budgétaires, exprimant ainsi son plein soutien à la présidente dans l'exercice de sa mission. La rencontre s'est également donc déroulée en présence du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Idriss Mohamed Ahmed. Autre nouvelle du pays, une cérémonie officielle s'est tenue au sein de l'armée de l'air djiboutienne à l'occasion de la réception de 2 avions de type Cessna 208B offerts par les États-Unis d'Amérique dans le cadre de la coopération militaire entre la République Djibouti et les États-Unis d'Amérique. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du général de corps de l'armée, Ezekriya Ibrahim, chef d'état-major général des armées, ainsi que Madame Cynthia Kirch, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Djibouti. Ces 2 appareils viennent renforcer la capacité de surveillance aérienne de l'armée de l'air djiboutienne dans le contexte régional où les enjeux de sécurité et de protection des espaces souverains demeurent prioritaires. Dans une allocution, le commandant du corps d'air a souligné l'importance opérationnelle de ces moyens aériens pour la force armée djiboutienne. Il a précisé que ces 2 avions neufs, chacun équipé d'un système ISR, intelligence et surveillance et reconnaissance intégrée et des caméras de surveillance et d'observation permettront de renforcer la sécurité des frontières terrestres et maritimes du pays. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis a réaffirmé l'engagement des États-Unis à accompagner Djibouti dans le domaine de la défense et de la sécurité. Cet événement illustre une fois de plus la solidité de la coopération militaire entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique. abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo Ce partenariat reflète notre vision commune d'une région plus sûre et plus sécurisée. Un exemple remarquable de cette collaboration est la coopération de longue date entre les forces aériennes djiboutiennes et américaines. Ce partenariat a débuté au début des années 2000 avec la livraison de 2 aéronefs Cessna 208A. Aujourd'hui, l'ajout de 2 nouveaux avions Cessna modifiés représente un saut qualitatif en termes de capacité et de performance pour l'armée de l'air djiboutienne. Nos programmes avancés de formation des pilotes illustrent l'engagement des États-Unis à doter le personnel djiboutien des compétences et de l'expertise nécessaires pour exceller dans l'aviation moderne et contribuer à la stabilité régionale. En outre, des aviateurs du Mobility Support Advisory Squadron et de la Garde nationale aérienne de l'État de Kentucky se rendent régulièrement à Djibouti pour échanger avec l'armée de l'air djiboutienne sur un large éventail de sujets. Des représentants techniques américains continuent de fournir une formation et un appui supplémentaire sur le terrain. Cet investissement américain dans le capital humain garantit que l'armée de l'air djiboutienne dispose non seulement des technologies avancées, mais aussi de l'expertise nécessaire pour en exploiter pleinement son potentiel. À l'avenir, le programme Cessna présente des perspectives très prometteuses.
Et lors de cette cérémonie de réception des deux avions Cessna 208B, le commandant d'air a pris la parole. Il a mis en avant l'importance stratégique de ces nouveaux moyens aériens pour le renforcement des capacités de surveillance et de sécurisation des frontières terrestres et maritimes. On l'écoute. Ces deux avions neufs, équipés d'un système ICR, composé d'une caméra de surveillance et d'observation, vont considérablement renforcer notre outil de défense dans le domaine de la sécurisation de nos frontières terrestres et maritimes. Je tiens à cette occasion, en tant que commandant de l'armée de l'air, à vous exprimer, au nom du chef d'état-major général des forces armées et de son état-major, ma profonde gratitude et mes sincères remerciements pour l'octroi de ce don et pour toutes les formations dispensées au profit de nos personnels, pilotes, mécaniciens et opérateurs caméra. J'exprime ici, en mon nom personnel, au nom des officiers, sous-officiers et aviateurs, tout mon profond respect et admiration au général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, pour son soutien inlassable et permanent visant à consolider les capacités opérationnelles de l'armée de l'air. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'UNESCO, a organisé ce matin à la Bibliothèque et Archives nationales la cérémonie de lancement officielle de la 12e édition de la Semaine nationale des patrimoines. Placée sous le thème cette année, patrimoine et développement durable, transmettre pour construire l'avenir. Cette édition vise à mettre en lumière le rôle central du patrimoine culturel et documents dont la préservation est importante. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du directeur général de l'Agence nationale du patrimoine culturel, M. Mohamed Hussein Douali, ainsi que des responsables et cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, et également des représentants des institutions culturelles nationales et autres partenaires techniques, des écrivains, chercheurs, artistes et archivistes, ainsi que des étudiants. La cérémonie de lancement a été marquée par la tenue d'un panel de réflexion intitulé « Le rôle des archives dans la cohésion nationale et la transcription intergénérationnelle », suivi d'un échange autour du thème « Construire l'histoire grâce aux archives ». Les panélistes ont mis en exergue la valeur des archives comme mémoire collective, outil de connaissance historique et fondement du savoir-vivre. Nous nous sommes réunis pour commémorer les patrimoines matériels et immatériels de notre nation, ainsi que d'autres activités qui accompagnent, telles que les conférences, les débats et aussi des expositions, l'exposition héritage, les expositions en archéologie, en patrimoine culturel et immatériel, et aussi les éléments inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de notre pays. C'est une semaine riche en découvertes, en échanges, et j'aimerais aussi remercier toutes les institutions, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en partenariat avec l'Agence nationale de la promotion de la culture, à pouvoir organiser un événement aussi culturel, festif et riche en couleurs. Et à cette occasion, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture a pris la parole. Il a souligné l'importance du patrimoine culturel et documentaire dans la préservation de l'identité nationale, la cohésion sociale et le développement durable. On l'écoute. Cette deuxième édition de la Semaine nationale des patrimoines s'inscrit dans une volonté claire, placer la mémoire nationale, les archives et le patrimoine culturel au cœur de notre réflexion collective. En tant que fondement de l'identité, de la transmission intergénérationnelle, de la cohésion sociale et de la bonne gouvernance. La journée inaugurale d'aujourd'hui est placée sous le thème « Mémoire, archives, patrimoine, littérature djiboutienne », traduit pleinement cette ambition. Elle met en lumière le rôle central pour ce matin des archives nationales, non seulement comme lieu de conservation, mais aussi comme espace vivant des savoirs, des dialogues et des citoyennetés. À travers les portes ouvertes, les expositions, les visites guidées, les panels scientifiques et la table ronde consacrée aux littératures djiboutiennes, nous avons souhaité créer des passerelles entre les patrimoines matériels et immatériels, l'archive ou les archives et la création littéraire, la mémoire historique et les expressions contemporaines.
À cette occasion, je tiens à saluer très chaleureusement nos éminents intervenants, chercheurs, universitaires et professionnels de patrimoine qui ont accepté de partager leur expertise et les réflexions, ainsi que nos partenaires institutionnels et culturels, au premier rang desquels le bureau de l'UNESCO ici, de Djibouti, pour son accompagnement constant en faveur de la sauvegarde et de la valorisation des patrimoines. Et je vous emmène à l'ICB cette fois-ci. Le ministre délégué chargé à la décentralisation, Kassim Hanouali, a effectué dimanche dernier un déplacement qu'il a conduit dans la ville d'Ali-Sébié, à Askaville, où il a visité le service d'état civil et conseil régional, ainsi que la grande galerie marchande en cours de construction. Lors de ce déplacement, le ministre était accompagné par son homologue, le ministre de l'Intérieur, Cyril Hassan, avec lequel il a planifié cette rencontre. Cette mission de travail s'inscrit dans le programme ministériel annuel établi pour s'enquérir de la situation générale que prévaut dans les régions, surtout de prendre conscience de la qualité des services administratifs rendus par les conseils régionaux. C'est pour répondre donc à cet objectif que le ministre a, dans son premier temps, visité le service d'état civil d'Ali-Sébié. Au cours de cette inspection, le ministre a été fortement impressionné par l'organisation de travail en rigueur dans le service de l'état civil d'Ali-Sébié et la qualité des services rendus aux usagers de cette administration. Il a recommandé donc au personnel de l'état civil de préserver soigneusement les registres et procéder progressivement donc à la numérisation de tous les documents de l'état civil. Le ministre a félicité les agents de l'état civil également d'Ali-Sébié pour leur professionnalisme avéré dans leur dévouement total au service de leurs concitoyens. Également, donc, dans cette journée, le ministre s'est ensuite rendu au site de construction d'une grande galerie marchande qui sera inaugurée dans le début de l'année 2026 à venir. Cette galerie marchande constituant 73 étals et boutiques et qui va centraliser l'essentiel des activités commerciales de la ville d'Ali-Sébié. L'intense activité commerciale qui sera créée par la galerie marchande et va traduire par une création d'emplois au profit des jeunes d'Ali-Sébié et par une hausse de recettes fiscales pour le conseil régional. Autre nouvelle du pays, le secrétaire d'État chargé au sport a organisé hier soir la 3e édition du Gala des sports dans le cadre des prestigieux record de ses athlètes à Aïla Hotel. Un rendez-vous incontournable désormais du calendrier sportif national placé sous le signe de la reconnaissance, de l'excellence et de la célébration du mérite sportif. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire d'État chargé au sport, Hassan Mohamed Kamil, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdelkader Hussein, ainsi que le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama Dirié, et plusieurs autres parlementaires ont également donc honoré de leur présence à cet événement, aux côtés de l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Jérôme Bresson, du colonel de la garde-côte, Ouaismar Bokoré, du général de commandement des forces françaises stationnées à Djibouti, le général Falette, ainsi que de nombreuses personnalités politiques et sportives ont donc assisté à ce gala. Dans une ambiance festive et solennelle, cette soirée a été l'occasion de rendre hommage appuyé aux anciens gloires du sport national, tout en mettant donc l'honneur sur les acteurs et athlètes qui se sont illustrés au cours de l'année par leur performance. Et bien entendu, donc à cette occasion, le secrétaire d'État chargé au sport, Hassan Mohamed Kamil, a érigé un discours pour motiver la troupe. Déjà, nous sommes à notre 3e édition. Une 3e édition qui reflète beaucoup de choses. Je voudrais ici un peu éclaircir le pourquoi de ce gala. D'abord, initialement, c'était pour remercier et féliciter les athlètes qui se sont distingués durant l'année.
mais pas seulement. Nous avons des athlètes dans le temps qui étaient connus ou inconnus du public, qu'on essaye un peu de les faire revivre, qu'ils soient décédés ou vivants. Donc, il est de notre devoir aussi de les honorer. Mais après, nous avons tous ceux qui pivotent autour du sport. Nous avons les entraîneurs, nous avons les présidents des fédérations, nous avons les présidents des clubs, nous avons les médias, nous avons les médecins, nous avons pratiquement tout le monde, y compris les sponsors et les partenaires. Donc, c'est pour dire bravo et merci à tout ce beau monde qui fait que le sport aujourd'hui rayonne. Nous avons aussi aujourd'hui, et surtout cette année, fait un pas au niveau de la diaspora qui est là avec nous. Nous avons cette année nommé un représentant qui représente le ministère et qui se trouve aux États-Unis, dans la ville de Minnesota. Et nous avons aussi un représentant pour tout ce qui est Europe. Donc prochainement aussi, on va nommer pour le Canada, l'Australie, et on aura au moins des représentants qui vont nous représenter là-bas parce que le sport aussi existe dans ces pays. Nous avons des Djiboutiens qui ont émigré et nous avons aussi des enfants qui sont nés là-bas. Donc c'est un tout. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous sommes à quelques jours du Nouvel An. C'est pour ça qu'on a choisi cette date. Passons à présent aux remises des prix et récompenses. Tout au long de la cérémonie, plusieurs distinctions individuelles et collectives ont été décernées aux lauréats sous les applaudissements d'un public venu nombreux. Les trophées ont été remis par les autorités présentes, témoignant de l'importance accordée par les hautes instances à la promotion des valeurs du sport, notamment le dépassement de soi, la discipline et l'esprit d'équipe. La soirée a également été marquée par la remise des prix des meilleurs employés de l'année du secrétariat au niveau du ministère du secrétariat chargé au sport. Initiative largement saluée vise à encourager l'excellent professionnalisme, l'engagement collectif et le dévouement au service du public. Par ailleurs, les équipes de lauréats du tournoi interministériel ont été récompensées, venant donc ainsi clôturer la compétition placée sous le signe de la fraternité et de la promotion des sports comme vecteur de rapprochement entre les administrations publiques. La cérémonie qui s'est achevée par une photo réunissant les autorités, les invités, marquant ainsi les lauréats de cette troisième édition, symbole fort d'unité et de reconnaissance autour du sport national. À travers donc l'organisation de ce gala, le secrétaire d'État chargé au sport réaffirme sa volonté de valoriser les talents et de préserver la mémoire sportive des générations de champions au service du développement et du rayonnement du pays. Nous allons à Tadjoura cette fois-ci dans une ambiance forte, de forte mobilisation et d'engagement qui a été lancée donc ce matin à Tadjoura dans la caravane médicale organisée à l'occasion du premier anniversaire de l'hôpital régional Dr Burhan Mohamed Arif, placé sous le patronage du ministre de la Santé, Ahmed Roble Abdillah. Cette initiative qui s'inscrit pleinement dans la vision nationale de la santé de proximité portée par le président de la République, son Excellence Ismaël Margueli. Dès les premières heures de la journée, l'affluence a été donc remarquable. La population de Tadjoura, mais également des régions de Bok, se sont donc déplacées en grand nombre pour bénéficier des soins offerts. Plus de 620 consultations médicales ont été réalisées en seulement quelques heures, couvrant 10 spécialités. Les médecins internes arrivent en tête avec 163 patients suivis de la pédiatrie avec 95 consultations, de l'ophtalmologie qui enregistre 75 consultations, la entérologie, 65 consultations, la cardiologie 56, la neurophrologie 36, la chirurgie et la radiologie 35 chacune, la gynécologie 34 et l'anthropologie avec 30 consultations. Parallèlement, une campagne de dons de sang a été menée avec succès, permettant donc à la collecte d'une cinquantaine de poches dès les premières heures de la journée, coordonnée par la direction de l'hôpital régional dirigé par Dr Dimbio. Cette opération qui s'inscrit dans une stratégie claire, rapprocher les services de santé des citoyens, en particulier ceux vivant dans les zones les plus enclavées ou à faible couverture sanitaire.
une occasion pour la population de Tadjoura et d'Obok de venir se faire consulter gratuitement, de se faire bilanter, de faire tous les bilans nécessaires afin qu'on puisse les prendre en charge de manière globale. Puis on a presque 9 spécialités et ce sera une occasion pour détecter les gens qui ont des pathologies chroniques. Donc ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois, afin que les gens qui ne viennent pas de manière ordinaire à l'hôpital puissent se faire diagnostiquer. C'est une occasion pour la population de Tadjoura et d'Obok de venir se faire consulter. L'initiative de la direction générale de l'hôpital régional, certes, mais avec l'appui du ministère de la Santé, surtout des ministres de la Santé, son Excellence le docteur Ahmed Roble Abdilé, qu'on remercie énormément. On tient aussi à remercier le CHI qui nous a appuyés pour nous avoir envoyé quelques médecins spécialistes. L'hôpital régional de Tadjoura célèbre son premier anniversaire. À cette occasion, la rédaction a réalisé donc un magazine consacré aux services clés au cœur de la prise en charge maternelle. Un reportage signé par Abdelrahman Chipachi. On l'écoute. Ici à Tadjoura, face à l'immensité bleue du Golfe, un autre horizon s'est ouvert le 15 décembre 2024. C'est celui de la santé, de la dignité et d'un avenir serein. C'est le président de la République lui-même qui a inauguré ces lieux d'espoir, ces maillons essentiels dans la chaîne des soins de la nation. L'hôpital de Tadjoura fête son premier anniversaire et avec lui, c'est toute une région qui respire. Autrefois, les trajets obligeaient les familles à emprunter la route du lac Assal, connue pour ses rivages serrés, son relief difficile et ses risques. Une femme en travail, allongée à l'arrière d'un véhicule, entre les mains des proches, avec l'espoir d'arriver à temps. Pour certaines familles, ces heures paraissaient interminables. Les cœurs battants de cet hôpital, la maternité ou les blocs de manière générale. Dans ces salles baignées d'une lumière douce, c'est l'avenir même de Tadjoura qui voit les jours. Sages-femmes et médecins accompagnent avec une infinie patience les efforts des femmes dès l'accouchement jusqu'à leur sortie de la maternité. L'équipe, formée aux techniques les plus récentes, est à la fois vigilante et chaleureuse. Elle veille au respect des protocoles de sécurité, mais aussi à la magie de l'instant. Dès l'arrivée de la future mère, un accueil personnalisé et rassurant la guide. Lorsque le temps de la naissance arrive, la future maman est installée dans une salle de travail spacieuse et équipée. Avant chaque césarienne, tout est vérifié. Le matériel, la stérilisation, la préparation de la patiente. Les équipes prennent le temps nécessaire avec la même précision que dans les grands centres hospitaliers du pays. Pour elles, chaque opération doit se dérouler dans des conditions optimales. Le moment décisif arrive. Dans la salle d'accouchement, tout est préparé et prêt à accueillir les nouveau-nés dans les meilleures conditions. Obstétriciens et sages-femmes coordonnent leurs gestes avec précision. Et puis c'est le premier cri. Immédiatement, le bébé est déposé près de sa mère. Ce premier contact précieux et recommandé favorise l'attachement et régule la température du nouveau-né. La magie de l'instant se prolonge dans la quiétude de la chambre des suites, individuelle et lumineuse. Ici, la jeune maman et son bébé apprennent à se connaître. Le pédiatre de l'hôpital examine les nouveau-nés quotidiennement, vérifiant ses réflexes, sa jaunisse éventuelle, son développement. Pour la maman, les soins post-partum sont assurés avec la même attention, prévenant les complications et favorisant la récupération. La maternité de Tadjoura est ainsi la garantie de la sécurité. En cas de besoin, la salle de réanimation néonatale équipée d'un incubateur et des matériels de monitoring est opérationnelle. Maintenant, on a fait un césarien pour bradycardie. C'était très bien. Maintenant, les mamans et les bébés sont en bon état. C'est déjà
deuxième césarienne dans la journée. Un an après son ouverture, cette maternité est plus qu'un service. Elle est devenue le sanctuaire des commencements pour toutes les régions du Nord. Chaque famille qui en sort avec son nouveau-né emporte avec elle la certitude d'avoir été accueillie, écoutée et protégée. Dans les sourires d'une mère qui berce son enfant pour la première fois sous ses toits, c'est toute la promesse de l'hôpital de Tadjoura qui s'incarne. Une promesse de vie sûre, digne et joyeuse pour les générations à venir. Et à présent, nous allons donc à Benadir, où se préparent les élections locales décisives pour élire le conseil de Mogadiscio le 25 décembre, dans 2 jours. Donc, la région de Benadir, qui regroupe 16 districts de la capitale somalienne de Mogadiscio, se prépare à organiser des élections locales majeures jeudi 25 prochain décembre en vue d'élire le conseil de Benadir. Ce scrutin s'inscrit dans une dynamique visant à renforcer la gouvernance locale et élargir la participation des concitoyens à la gestion des affaires publiques. La commission électorale a indiqué que les préparatifs se déroulent conformément au calendrier établi. Elle assure également l'ensemble des dispositions organisationnelles et techniques nécessaires qui ont été prises afin de garantir un processus électoral transparent, ordonné et crédible, permettant donc aux électeurs de voter dans des bonnes conditions. Et nous terminons donc dans le titre, c'est-à-dire l'Égypte qui bat le Zimbabwe grâce à un but tardif lors d'un coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'équipe nationale égyptienne a remporté la victoire spectaculaire contre le Zimbabwe avec un score 2-1 lors d'un match disputé combattant pour la première journée des phases des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Au Maroc, le Zimbabwe a ouvert donc à la 20e minute grâce à Prince Diop, profitant d'une attaque bien organisée et du relâchement momentané de la défense égyptienne. L'Égypte qui est revenue donc en force à la seconde période avec un but d'Omar Marmous égalisant à la 64e minute avant que Mohamed Saleh marque le but décisif de la victoire à la 91e minute, offrant donc 3 points précieux aux Pharaons dès le début de la compétition. Ce sera tout. Nous refermons cette édition avec cette information. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti. Merci également à l'équipe de la régie.